Alors, moi, je vais vous parler d'animaux que plein de gens aiment beaucoup. Simplement parce que quand j'ai démarré, on était 150 à 200 en France, et puis là maintenant on est des milliers, à tel point que tous les 2 ans on se réunit en colloque en France, et en fait la salle déborde à chaque fois. Il y a des gens qui viennent de toute la France, qu'on est obligé de renvoyer parce qu'ils ne se sont pas inscrits, et enfin bon, ça pose des problèmes de sécurité. Donc on est de plus en plus nombreux finalement à étudier ces animaux. Et alors c'est des animaux, pourquoi finalement on les connaît si mal? Parce que c'est des animaux qui sont nocturnes, bien sûr. Et puis, c'est des animaux aussi qu'on connaît, enfin le peu qu'on en connaît, on les connaît parce qu'on les a dans les maisons, parfois dans des grottes. Et donc, on a un peu l'habitude des chauves-souris qu'on a chez nous avec des interactions qui peuvent être un petit peu compliquées. On reviendra un petit peu dessus. Mais du coup, ça crée des relations qui font qu'on n'est pas insensible à cet animal-là. Quand on parle de chauve-souris, moi, quand je me trouve face à quelqu'un et que je dis le mot chauve-souris, généralement, il se passe un truc dans le regard. Voilà. Il n'y a pas un regard vide. Ou alors là, il y a d'autres problèmes à gérer, mais normalement, il se passe quelque chose chez les gens. Pourquoi? Notamment parce que derrière le mythe de la chauve-souris, alors, il y en a certains qui apprécient particulièrement... ah là là, si je sors du cadre, il va me rouspéter, mais... Vous voyez, par exemple, il y a Valérie la chauve-souris. Alors, c'est un petit livre de vulgarisation qui a pour objectif de montrer un petit peu ce que sont les chauves-souris et finalement que c'est un animal qui est quand même très gentil. Il y a aussi, voilà, pour les amateurs de films à grand spectacle, justement les films sur Batman, notamment. Voilà. Et puis, il y a aussi, du coup, toute cette image, alors je fais exprès de ne pas montrer de photos relatives à ça, liées à Dracula, liées à la chauve-souris qui suce le sang, qui s'accroche dans les cheveux. Alors, on en reparlera de la chauve-souris qui suce le sang. Chez nous, c'est pas vrai du tout. Elle s'accroche pas dans les cheveux non plus. Alors, la légende de les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux. Voilà, on la met de côté tout de suite. C'était uniquement pour faire peur aux jeunes filles, pour leur éviter de sortir la nuit dans les campagnes. Voilà, c'était uniquement pour ça. Donc voilà, celle-là, on la met un peu de côté. Mais du coup, quand on parle de chauve-souris, on n'est jamais insensible. Et pourtant, c'est un animal qu'on voit quasiment pas, voire jamais. Ça, c'est l'une des plus belles photos de chauve-souris que je vais vous montrer. On la voit quand même. Alors, vous verrez, hein, dans le courant de l'exposé, quand même, il y aura d'autres photos de chauves-souris. Il y aura des histoires de terrain avec quelques anecdotes. Alors, je pense pas être aussi prolifique en anecdotes que Sabine ce matin, pour ceux qui étaient là, qui avaient plein d'anecdotes. Mais voilà, il y aura des moments un peu durs. Il y aura de la poésie aussi un peu. Je viens de gagner un pari, Olivier, voilà. Et donc, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, quand on parle de chauve-souris, déjà, un petit peu d'anatomie, puis après, je vais vous parler des choses qui sont un petit peu plus intéressantes. Finalement, la chauve-souris, c'est un animal qui a la particularité d'être un mammifère, comme nous, mais cela dit, d'avoir un vol battu, donc avec une coordination très forte de la part de l'animal pour pouvoir se mouvoir dans l'espace. Et pour y arriver, en fait, elle a simplement développé ses doigts entre lesquels elle a développé une membrane. Donc, si vous voyez sur le schéma que vous avez notamment en bas à droite, à côté du 1 se trouve le poignet de l'animal. Donc, vous voyez, c'est la partie qui est là, proche enfin, au bout de mon bras, au bout de mon avant-bras. Donc, à côté du 1 que vous avez là, donc vous avez le poignet. Ici, c'est l'avant-bras de l'animal. Et puis après, elle a développé d'abord un petit pouce, et puis les 4 autres doigts, entre lesquels pousse une membrane que vous avez en bas, qu'on appelle le patagium. En fait, c'est juste une double cellule de peau, hein, qui est innervée avec donc tout un tas de vaisseaux sanguins qui permettent à l'animal, en cas de besoin d'ailleurs, en cas de blessure, de reconstituer assez vite les cellules de cette aile, qu'on appelle le patagium. Et puis après, donc du coup, vous avez donc cet animal voilà, que vous avez en haut à gauche. Et juste, voilà, pour en finir avec ça, alors on les appelle les chauves-souris. Ça ne vient pas du fait qu'on les considère comme chauves, notamment quand elles s'enveloppent dans les ailes. C'est parce que ça vient de Kawa sorex, c'est-à-dire la souris chouette, la souris de la nuit qui vole comme les chouettes.
Voilà. Alors, autre particularité chez ces animaux, c'est des animaux qui, notamment, se mettent la tête en bas. Et sur la photo précédente, vous n'avez peut-être pas trop fait attention. Ouais, je suis désolé, c'était pour... C'est super dur, en fait, à 14 h un dimanche, parce qu'il faut que je maintienne votre intérêt pour le sujet, que vous vous endormiez pas. Alors du coup, j'ai choisi cette photo pour illustrer le fait qu'elles se mettent la tête en bas. Alors ça, c'est souvent l'image qu'on en a, c'est pas toujours le cas. Ça leur arrive aussi d'être posées, elles vivent très bien posées pour beaucoup d'espèces, il n'y a que quelques-unes qui ne le supportent pas. Simplement, elles ont un système qui fait que les tendons du pied restent bloqués dans une certaine position et qui les conduit, quand elles sont posées comme ça, à ne pas faire d'efforts. Voilà, c'est-à-dire que nous, si on doit se maintenir en l'air, on tient plus ou moins longtemps, certains quelques secondes, certains pas du tout, certains très longtemps. Les chauves-souris, elles ne font aucun effort. C'est ce qui leur permet aussi, à certaines périodes, on le reverra, de pouvoir rester pendant des semaines entières en léthargie complète, c'est-à-dire en se mettant au ralenti, leur vie au ralenti, leur rythme au ralenti, et du coup, elles restent là, elles ne bougent pas. Donc ça, c'est aussi une particularité pour ces animaux. Et puis, c'est des animaux qui sont nocturnes. Alors, comme ce sont des animaux qui sont nocturnes, ça crée quelque chose d'un petit peu compliqué. Pour ceux qui étaient là, notamment hier, vous avez peut-être du coup compris qu'il y avait l'écolocation chez les chauves-souris. Mais il y a toute une histoire derrière ça. Il faut qu'elles arrivent à se déplacer dans un espace, dans le noir total. Et la première personne qui s'est posé la question de savoir comment elle faisait est monsieur Lazzaro Spallanzani, un Italien qui était prêtre, qui était un érudit, quelqu'un qui s'intéressait à la biologie, à l'astronomie, à la volcanologie, et qui donc a été le premier à faire des expériences sur les chauves-souris pour comprendre l'écolocation. Alors, avec les moyens de l'époque, donc on est au XVIIIe siècle, et donc au XVIIIe siècle, le seul moyen qu'il avait, c'est que la première chose qu'il a faite, c'est dit, elles ont des yeux, on va voir si c'est par les yeux qu'elles voient. Donc il a crevé les yeux de chauve-souris, il les a relâchés dans une salle, dans laquelle il avait tendu plein de fils très fins, et l'animal s'en sortait à merveille. Aucun problème pour se mouvoir et se disperser. Donc il a essayé tout un tas d'expériences, et l'une qui a été la plus convaincante, c'est quand il a utilisé de la cire pour boucher l'oreille de certaines chauves-souris. Et là, elles n'avaient plus la possibilité de s'en sortir, et de pouvoir se repérer dans l'espace. Et donc, à partir de ce moment-là, donc milieu 18e, on savait que les chauves-souris voyaient avec leurs oreilles. On en était resté là. Et il a fallu attendre Donald Griffin, un biologiste nord-américain, pour commencer à percevoir vraiment ce qu'il y avait derrière ce phénomène-là. Et alors, je vous mets à côté la photo d'une espèce de chauve-souris, qui est le molosse du Brésil. Pourquoi? Parce qu'en fait, le molosse du Brésil, donc c'est l'espèce par laquelle Donald Griffin a découvert l'écolocation. En fait, je vais revenir après sur cette période de l'histoire, mais juste avant la Seconde Guerre mondiale, les Américains faisaient des expériences, les militaires américains faisaient des expériences sur les chauves-souris. On va revenir dessus après. Et Donald, à ce moment-là, était avec un petit appareil, un sonar sur lequel il faisait des tests pour les sous-marins. Et il passe devant une pièce où certaines chauves-souris, donc certains molosses, étaient dans une cage. Et ça se met à crépiter. Sauf que c'était dans un secteur de labo pour lequel il n'était pas autorisé à pénétrer. Donc il passe devant, puis il voit qu'il se passe des choses. Donc il continue, il finit sa période d'armée, il sort donc de l'armée, et là, il entame toute une série d'expérimentations pour essayer de comprendre le phénomène. Et c'est là qu'il découvre que les chauves-souris émettent des cris par la bouche pour se repérer dans l'espace et donc réussir à se mouvoir. Et c'est là qu'il découvre aussi qu'elles entendent par leurs oreilles et que c'est ainsi donc effectivement qu'elles voient par l'intermédiaire de leurs oreilles pour se repérer dans l'espace. Je vais vous décrire le phénomène juste après, mais simplement pourquoi les Américains s'étaient intéressés aux molosses du Brésil. C'est une espèce qui est très grégaire, qui peut composer des colonies parfois de 1 million à 2 millions de chauves-souris. Et ils ont eu une idée un peu saugrenue, purement militaire, qui était de se dire, on va utiliser des chauves-souris sur lesquelles on va poser des micro-bombes, des micro-charges, pour les larguer sur des villes de l'ennemi, de manière à insuffler comme une sorte de vent de panique dans les populations
Et comme ça, dans le cadre d'une guerre à venir, eh ben, on pourrait peut-être plus se défendre parce que les populations, enfin les militaires, seraient occupés à autre chose. Et donc à un moment, Pearl Harbor, la guerre avec les Japonais, et ils ont eu cette idée-là. Donc ils ont récupéré plein de molosses. Donc ils avaient déjà fait leurs petites expériences, ils voyaient qu'ils pouvaient mettre des microcharges. L'animal fait 15 grammes, hein, donc ils ne pouvaient pas mettre de charge trop importante, sinon alors, si on lui mettait une bombe sur le dos, l'animal, il bouge pas, désolé, mais il reste là, inactif. Donc du coup, ils mettaient des microcharges, et puis ils avaient poussé l'expérience très loin, au point qu'ils étaient prêts. Ils ont mis les microcharges sur des centaines et des centaines d'individus, qu'ils ont mis ensuite dans des capsules, qu'ils allaient transporter par gros avions cargo, et puis l'idée c'était qu'ils larguaient ces capsules, qu'elles s'ouvraient, et que là, les chauves-souris cherchaient comme refuge des habitations. Grand classique de la croyance de militaires qui n'étaient pas biologistes. Et donc ils se sont dit, ça va aller partout, ça va s'étaler partout sur le Japon, et puis ça va exploser de partout. Les Japonais, ils vont paniquer, et du coup, ils vont se calmer dans leurs intentions belliqueuses vis-à-vis de nous. Alors, c'est là que l'expérience a foiré complètement, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont fait, sauf qu'au moment de charger les capsules dans l'avion, un militaire oublie de fermer la cage. Donc les chauves-souris paniquées en entrant dans l'avion arrivent à sortir, et alors là, tout le groupe, donc les centaines de chauves-souris, sortent, se répartissent dans l'avion. Il y en a plein qui arrivent à sortir, qui se calent dans les endroits où il fait le plus noir, donc vers la citerne de fuel, vers le hangar de munitions, et je ne vous fais pas de détails, comme les microcharges devaient toutes sauter à un moment donné. En fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tenter de récupérer les animaux. Bien sûr, ils n'ont pas réussi, donc elles ont explosé. Et il y a la moitié du casernement, du coup, qui est parti en fumée. Et c'est à partir de là qu'ils se sont dit que c'était peut-être pas la meilleure méthode qui soit en termes de guerre contre le Japon. Donc ils sont partis sur autre chose. Voilà. Je me rends compte que si je suis aussi long que ça pour raconter mes anecdotes, le temps d'une heure, il va... Je peux négocier comme Sabine ou pas? Non? Bon. Faut vraiment qu'on se revoie pour que tu me donnes des cours. Et non, je t'embête. Non, mais... Et donc là, juste, c'est la seule diapo dans laquelle je vous mets quelques chiffres. En réalité, voilà, il y a une vitesse du son qui est différente en fonction du matériau. Plus le matériau est dense, plus le son se propage rapidement. En réalité, la chauve-souris, elle est assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la vitesse du son dans l'air. Elle sait à quelle vitesse ça va. Et donc, partant de ce principe-là, elle recale son système d'écho-sonar pour être le plus performant possible. Notre oreille humaine, en gros, entend jusqu'à 20 kHz. Alors tout à l'heure, il y aura un petit test, vous verrez déjà si vous entendez au moins jusqu'à 12 kHz. Du coup, on va être un peu dans le médical tout à l'heure. Et les chauves-souris, elles émettent entre 10 et 110, 120 kHz et ont une oreille, un tympan qui est sensible sur toute cette gamme de fréquences. L'intérêt pour elle d'avoir toute cette gamme de fréquences, c'est que du coup, en fonction de l'individu, de l'espèce, elle va se caler sur la fréquence qui lui convient le mieux. Alors, la manière dont ça marche, en fait, il faut imaginer donc votre chauve-souris qui va se mettre à crier très fort parce qu'il faut avoir un écho. On le fait, parfois, vous êtes en zone de montagne, vous êtes dans un bâtiment, et puis vous commencez à crier fort pour avoir l'écho. Oh ouais. Puis vous attendez le retour. Les chauves-souris, elles, c'est ce qu'elles utilisent au quotidien finalement, c'est ce qu'elles font en permanence. Donc elles émettent un cri, sauf que le cri est tellement fort, ça peut atteindre 90 décibels, qu'en très peu de temps, elles pourraient complètement devenir totalement sourdes. Donc, il y a un petit osselet qui vient boucher le tympan pour le protéger du cri de l'animal. Alors, il faut imaginer la manière dont ça marche. Elle émet un cri, donc elle se bouche les oreilles. Ah! Alors, c'est dans l'ultrason. Et donc, elle attend un retour, donc ça percute l'obstacle, ça revient jusqu'à l'animal. Il peut y avoir un petit décalage entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Ce qui lui indique, si je me mets dans ce sens, dans cette direction-là, si ça vient un peu plus vite sur la droite que la gauche, c'est qu'il y a un obstacle pour lequel j'ai un écho et qui est sur ma droite. C'est exactement comme ça qu'elle fait. Et dès que l'écho arrive vers le tympan, commence à passer la barrière tympanique, donc le tympan se met à vibrer. Tout de suite, elle rebouche le tympan,
Elle a déjà commencé l'analyse en sachant que globalement ça a l'air d'être par là, donc elle réémet un cri dans la direction qui l'intéresse et elle continue à analyser le signal de l'écho qu'elle est en train de recevoir. Et donc la manière dont se déplace une chauve-souris, c'est en gros ah. Ok, elle entend un retour. Ah. Ok. Ah. Ok, et puis comme ça, de proche en proche, elle arrive jusqu'à l'obstacle. Sauf que tout ça se passe en quelques millisecondes. Et c'est là où les chauves-souris, du coup, sont d'une technologie absolument féroce. C'est qu'elles sont, avec leur petit cerveau, donc la plupart de nos chauves-souris, hein, la pipistrelle commune que vous connaissez peut-être et qui est derrière les volets, 5 grammes, a un petit cerveau qui lui permet de se positionner en X, Y, Z, en 3D, dans le volume, de détecter les obstacles, et en fonction des obstacles qu'elle a en face d'elle, de détecter un obstacle qui se déplace, qui bouge, donc c'est une proie potentielle. Elle arrive à détecter par le retour de l'écho la taille de la proie, elle fond dessus, et puis on va le voir après, certaines proies l'entendent et s'engagent un combat aérien. Et tout ça uniquement par le biais de l'acoustique. C'est magique. Enfin, c'est un truc absolument incroyable. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc qui est illustré là. Elle arrive à avoir une très bonne image de l'obstacle qu'elle a en face d'elle. Mais à tel point que certaines espèces sont capables de faire la différence entre un papillon de la famille des noctuels et un papillon de la famille des géomètres. Et si un soir, elle se dit non, là, moi je veux plus du géomètre parce que c'est un peu plus goûtu, et du coup, elle va se focaliser sur ces types de papillons-là, parce qu'elle arrive à les reconnaître. Donc c'est assez performant. Alors on utilise tout un tas de matériel. Ce que vous avez en haut à droite, c'est les tout premiers détecteurs qui existaient et qui, du coup, sont des détecteurs bon marché qui vous indiquent qu'il y a une chauve-souris qui est en train de passer. Puis ceux à gauche, notamment celui sur lequel vous voyez un chiffre, vous détectez un chiffre dessus, donc celui qui se trouve là, commence à coûter un petit peu plus cher, on est à 4 500 €. Et là, il permet tout un tas de transformations acoustiques qui permettent ensuite à l'observateur, à l'opérateur qui tient le détecteur, d'aller un petit peu plus loin pour tenter d'identifier l'animal. Et puis maintenant, vous avez toute une génération de matériel, ici et là en bas, avec des ordinateurs, des tablettes, des logiciels spécifiques qui permettent d'aller très très loin dans l'identification. Je vous ai fait grâce des schémas techniques et autres qui le décrivent. C'est très compliqué. Ça nécessite une formation assez ardue pour savoir exactement comment ça marche. Et pour tout vous dire, la personne qui a inventé la méthode est française, la méthode d'identification des chauves-souris. Et il y a passé une quinzaine d'années à d'abord capturer des individus sur leur terrain de chasse, puis ensuite les équiper avec une petite gélule chimioluminescente et les avoir en visuel et courir après. Alors, il faut imaginer, si vous avez déjà tenté de voir une chauve-souris passer puis d'essayer de la suivre, ça tient 2-3 secondes normalement, hein. Alors moi j'ai déjà essayé en forêt, en plus en forêt il y a la végétation, je me souviens d'une fois où j'ai voulu le faire, et puis il y avait des fougères qui poussaient, et là je vois la chauve-souris passer, je voulais savoir exactement d'où elle venait, je cours après, et je ne vois pas une branche à 1 mètre de hauteur. Et alors là, les détecteurs savent voler. Voilà, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. En tout cas, le mien, le micro n'a pas cassé. Et alors, vous savez, c'est le truc, genre, vous avez mal, et puis vous êtes là, vous avez aussi mal pour le détecteur en vous disant, oh là là, 4 500 €, on ne voudra jamais me le remplacer. Et puis, coup de bol, il n'était pas cassé. Mais voilà, donc du coup, on se fait des petites frayeurs. Et pour en revenir à ce que je vous expliquais sur l'écholocation et le sonar, en fait, il faut considérer chaque cri de la chauve-souris, finalement, comme une question que l'animal pose à son environnement. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir du moment où elle émet un cri, elle demande, est-ce qu'il y a un obstacle devant moi? Si oui, à quelle distance? Et si oui, à quoi il ressemble? Et chaque cri émis par une chauve-souris correspond à ça. Alors je vais vous passer une séquence qui commence par une phase de rythme de croisière, c'est-à-dire que là l'animal, c'est comme s'il était au milieu de l'arène là derrière, et puis il traverse, et puis il farfouille quoi. En gros, est-ce qu'il y a un obstacle? Jusqu'à un moment où il va détecter un objet potentiellement intéressant. Et il va, ici, commencer à engager une approche de l'obstacle. Jusqu'au moment où il va se rendre compte que c'est un insecte, qu'il l'intéresse, qu'il va pouvoir le grignoter, et donc il entame ce qu'on appelle une phase de capture. Et là, ça s'accélère. Alors, il faut imaginer que
je vais vous la passer après, mais il faut imaginer que là, l'animal, donc entre chaque signal, il analyse le signal précédent, comme je vous disais, pour dire, ah bah tiens, du coup là, j'ai affaire à tel type d'insecte qui prend telle direction, moi je suis en X, Y, Z, l'animal il est en train de partir par là, donc je pars derrière lui, il est à telle distance et je vais le capturer du coup de telle manière pour essayer de le choper parce qu'il est en train de contourner un arbre par exemple. Donc ça va très vite. La séquence que je vais vous passer est une séquence ralentie 10 fois pour vous permettre de mieux entendre ce qui se passe, parce que sinon on n'entendrait pas. Et donc ça va donner ça. Hop. J'espère que vous allez bien entendre. Alors, on repart à 0. On recommence. Donc là, il interroge son environnement. Tout le monde entend ? Il y a des moments où vous entendez, ça accélère énormément, puis il y a un blanc. Parce que la chauve-souris ne parle pas à la bouche pleine. Elle est polie. Et donc du coup, comme elle émet par la bouche, alors c'est pas une question de politesse, c'est juste que comme elle mange les insectes par la bouche et qu'elle émet en écholocation par la bouche, inévitablement à un moment, ça passe pas quoi. Et de manière assez coquine, ça nous arrive quand on travaille sur les chauves-souris et qu'on veut en capturer, de poser des filets à certains endroits où on sait qu'il va y avoir une certaine quantité de proie, et de capturer par exemple une espèce de chauve-souris assez grande, le grand murin, qui est capable de chasser au sol, et de le capturer alors qu'il a un carabe dans la gueule. Et donc il est en train de grignoter, là du coup il est dans le sous-bois, il voit plus ce qui se passe, et paf, il se prend le filet. Alors on voit le carabe d'un côté, on voit la chauve-souris de l'autre, qui doit se demander, mais pourquoi on me prive de mon repas ? Bref, ils doivent nous détester. Alors, là, je me suis amusé à vous mettre quelques types acoustiques, simplement pour enrichir votre connaissance de l'écholocation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a différents types. Le premier type est un type qu'on appelle de la fréquence constante. C'est émis par les rhinolophes. Alors, vous voyez, ils ont une tête un peu bizarre, notamment avec ce qu'on appelle une feuille nasale. Donc, là, l'animal émet ses cris d'écholocation par le nez en permanence. Donc là, pour le coup, il n'a pas le problème de pouvoir manger la bouche pleine, enfin de pouvoir parler la bouche pleine, puisque là, en l'occurrence, il parle par le nez. Et donc, il émet des cris très particuliers en fréquence constante à certaines fréquences qui peuvent être un peu hautes. Simplement pour vous aider à entendre ce qui va se passer, vous allez voir, il y a une seule note quasiment. Ça ressemble à ça. Ça, c'est un cri, c'est un signal électronique. C'est un peu malin. Ouais. Et ça, c'est le cas réel. Tout le monde entend là ? Eh bien, vous entendez tous à au moins 12 kHz. C'est une bonne nouvelle. Finalement, parce qu'on a senti, on a senti une petite inquiétude chez toi depuis hier. Bon, tu pourras déjà au moins te rassurer en te disant, t'entends au moins jusqu'à 12 kHz. Alors, j'ai une toute petite anecdote là-dessus. C'est que parmi les spécialistes des chauves-souris, donc il y a Michel Barateau qui courait après les chauves-souris, et puis il avait besoin d'un théoricien derrière ça, un bioacousticien, qui s'appelle Yves Tupinier, qui est pas loin de 90 ans aujourd'hui. Et Yves, il y a une petite dizaine d'années, il commençait à plus entendre les rhinolophes. Alors il est allé chez le spécialiste en lui disant « ouais, j'ai un problème, j'entends mal, etc. » Alors bien sûr, le spécialiste lui fait tous les tests. Les plus hauts sont jusqu'à 8 kHz. Puis à un moment, le monsieur lui dit « mais non, mais vous entendez très très bien. » Il dit « mais non, j'entends plus les petits rhinolophes. » Et le monsieur le regardait en ne comprenant pas ce qu'il lui disait. Et donc du coup, ça m'affecte pour mon boulot. Et désolé, mais... Bon, bref. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, l'animal, il utilise l'effet Doppler. En fait, l'effet Doppler, c'est quoi ? C'est la fameuse voiture qui passe. Et en gros, plus le son se rapproche de vous, plus il est dans les aigus, plus il s'éloigne, plus il passe dans les graves. Et l'animal, il utilise la même chose. Il émet à peu près à la même fréquence, sauf qu'à certains moments, le retour de signal, l'écho, monte un peu plus dans les aigus ou va un peu plus dans les graves. Et c'est comme ça qu'il sait qu'il se rapproche d'un insecte ou qu'il s'éloigne de l'insecte. Et il se recale en conséquence.
Je rentre pas dans le détail technique. Oui, alors, quand on est en réel, le tit, tit, tit que vous aviez tout à l'heure, en vitesse réelle, ça donne ça dans le détecteur. C'est assez joli. Ouais, c'est joli. Et donc l'animal émet à très proche distance. Du coup, on entend rarement ça. Alors, vous savez, quand vous tournez plusieurs en forêt, par exemple, à faire un inventaire de chauves-souris, vous savez quand il y en a un qui a un rhinolophe. Parce que dans la forêt, vous entendez d'un seul coup un grand « Ouais !» Et ça veut dire « Ah, il a un rhinolophe ». Parce que c'est tellement rare. La deuxième méthode, je vais passer directement au dernier type de signal. On va gagner un tout petit peu de temps. Simplement, la deuxième méthode utilisée par l'animal, c'est de partir d'une certaine fréquence et ne jamais s'attarder sur une fréquence en particulier. Il balaye toute une gamme de fréquences et là, c'est pour avoir la meilleure résolution angulaire. Ça donne quelque chose de ce type-là. Ça, c'est ralenti 10 fois. Je vais essayer de le repasser bien. Je sais pas pourquoi il me remet... Alors c'est hyper rapide. Du coup, on a du mal à sentir que là, il s'attarde sur une fréquence ou une autre. Néanmoins, du coup, il balaye toute une gamme de fréquences. Alors, quand on n'a pas l'oreille exercée, on entend surtout les fréquences de fin du signal. Et pourtant, le signal que je viens de vous passer, en fait, ressemble à ça sur un graphique. L'intérêt de ce type de signal sonar, donc c'est pour avoir la meilleure résolution angulaire et donc savoir que la proie qui nous intéresse se trouve exactement là par rapport à ce qu'il y a à côté. Et elle est même capable, par ce système-là, la chauve-souris, d'avoir le relief précis de l'obstacle qui l'intéresse. Alors, d'ailleurs, si on prend la place d'une chauve-souris comme ça, ça veut dire qu'elle est capable de voler vraiment dans des milieux extrêmement encombrés. Alors, on va simuler. Ça, c'est une petite vidéo. En fait, on a reconstitué une zone de forêt sur laquelle j'ai bossé, et puis on a simulé, du coup, le comportement des chauves-souris. Et ça vous donne, si vous étiez chauve-souris, alors là, je vous l'ai fait de jour parce que de nuit, ça aurait été moins drôle, tout aurait été noir. Vous auriez crié au scandale. Donc là, ça donne ce type de... L'animal passe vraiment à l'intérieur du feuillage. Et ça nous arrive parfois d'ailleurs d'avoir des chauves-souris avec un trou dans une aile. Mais en fait, c'est parce qu'à un moment, elle a raté la direction, elle s'est pris une branche, elle s'est pris une feuille. Donc certaines espèces chassent en particulier dans le houppier, alors que d'autres chassent un petit peu plus bas. Ce qui est assez fou en fait avec ce système-là, c'est qu'elles ont donc une image très précise, mais juste devant elles. Elles peuvent émettre parfois qu'à 2-3 mètres devant elles. Et là, je vous raconte une petite anecdote sur la sociabilité des chauves-souris. À un moment, je vous le remontrerai après, on utilisait donc des émetteurs pour les suivre sur les terrains de chasse. Et on a eu une petite surprise, c'est qu'on suivait jusqu'à 10 animaux en même temps, et 4 d'entre eux étaient au même endroit. Alors, on a fait une petite manie pour essayer d'observer ce qui se passait. Et là, on a observé un truc assez incroyable. Alors certains reconnaîtront ce type de comportement chez d'autres animaux. Donc là, je vous parle d'une espèce en particulier, le murin nateraire, ça fait 8 à 10 grammes. Et en fait, il y avait 2 animaux qui étaient en vol stationnaire. Alors les chauves-souris savent très bien voler en vol stationnaire. Alors là, ça va passer très bien pour la vidéo, ils vont adorer. En gros, elle fait ça, la chauve-souris. Elle est là, et puis elle attend. Et il y en avait une autre qui était 1 mètre au-dessus, qui attendait aussi. Et à un moment donné, ce qu'on a vu, donc les animaux étaient autour d'un bouquet de bouleaux. Et à un moment donné, on a vu un nuage de papillons, parce que les papillons peuvent entendre les chauves-souris, un nuage de papillons arriver sur les 2 chauves-souris en question. Et derrière, les 2 autres murins nateraires qui les poussaient. C'était comme une chasse en battue de grands prédateurs comme le loup, l'orque, pour ne citer que. La bête là fait 8 à 10 grammes. Ça... Bon... Voilà, ça fait réfléchir sur les capacités sociales de ces animaux. Alors,
ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, faut tenir compte du fait que ça se passe la nuit. Donc en fait, ce que voit l'animal, en réalité, il ne voit pas grand-chose. Un test que vous pourriez faire pour vous mettre à la place d'une chauve-souris, c'est bien sûr attendez ce soir dans la pénombre, pas dans la nuit complète parce que sinon vous pourriez vous faire mal aussi. Mais un test que j'aime bien faire, qu'on pourrait presque faire tout à l'heure, d'ailleurs si ça vous amuse, c'est vous fermez les yeux, puis à un moment vous essayez d'avancer et vous n'ouvrez les yeux que le moins souvent possible. Et donc du coup, vous fermez les yeux, puis à un moment vous ouvrez, et puis vous essayez de vous repérer et d'éviter les obstacles, de contourner la table, de sortir de la pièce. Vous verrez que c'est pas évident. Et vous allez être amené, plus vous allez vite, plus vous le faites souvent, parce que sinon vous prenez les obstacles. La chauve-souris, finalement, elle fonctionne la même chose avec son écho-sonar. Et elle reçoit des informations, des bribes d'informations. Et en réalité, et là c'est une photo pour l'illustrer, la photo elle est très mauvaise, mais au final, c'est le type de retour qu'a la chauve-souris à chaque fois qu'elle a un écho-sonar. Elle n'a pas mieux que ça. Et elle se débrouille avec ça pour après se mouvoir et repérer les proies. Alors un autre mode, donc là le mode utilisé notamment par les espèces comme la pipistrelle. Alors la pipistrelle, elle est sur une méthode un peu intermédiaire qui consiste à d'abord balayer un petit peu en fréquence, ici, et puis après à s'attarder sur une autre fréquence. La partie première lui sert à essayer de se dire, voilà, j'ai des obstacles qui ont l'air de se situer là par rapport à ce qu'il y a autour. Et la partie plus longue, simplement à augmenter la portée du signal pour voir le plus loin possible. Et là, vous avez une petite image, donc du coup, acoustique de ce que représente le cri d'une chauve-souris, avec au-dessus d'autres signaux qui apparaissent. En fait, c'est des harmoniques. Elle crie tellement fort qu'il y a des harmoniques. Alors, les musiciens connaissent un peu les harmoniques. Voilà, là, vous en avez un peu une image. Et elles, donc, du coup, c'est plutôt des espèces qui chassent en lisière, qui se distribuent dans le paysage pour tenir compte des différents obstacles qu'il va y avoir. Elles se calent dessus, mais elles restent en espace relativement libre. Et puis juste pour en finir sur cette partie acoustique, vous avez des espèces de très haut vol, comme les noctules, qui elles émettent très loin, à longue distance, et vous entendez entre chaque signal, il y a pas mal de temps. Simplement parce qu'elle attend un retour de l'écho, qu'elle est en plein ciel, et que l'écho parfois tarde à venir. Là, c'est ralenti 10 fois. Pardon? Ça va faire un. Bravo. Ouais. Et donc, là, elles misent tout avec ce type de signal sur le haut vol. Voilà, elles sont en ciel complètement dégagé. Et là, ça me permet d'aborder une autre partie de la présentation. Alors là aussi, la photo, elle n'est pas forcément très belle. C'est une grande noctule. En fait, la grande noctule, donc, elle pousse assez loin son système. Donc, elle utilise aussi ce système d'écholocation pour voir très loin. Simplement, elle chasse des gros insectes. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle chassait aussi d'autres animaux, notamment des oiseaux. Alors, il y a eu tout un débat là-dessus. Il y a une scientifique qui a dit « Ah, mais je retrouve des plumes d'oiseaux dans les crottes de chauve-souris. » Donc, de cette chauve-souris-là, la grande noctule mange des oiseaux. Un Suisse qui a crié au scandale en disant « Waouh, c'est n'importe quoi, vous n'en avez pas la preuve. En fait, c'est juste que par hasard, elle est en plein ciel au moment de la migration des oiseaux et que, sans le faire exprès, elle avale des plumes que les oiseaux perdent pendant la migration. » Alors, l'Espagnole le prend mal, elle fait des tests. Par des recherches d'isotopes, elle se rend compte qu'effectivement, la grande noctule mange des oiseaux. Et elle utilise un système d'émetteurs VHF, donc elle équipe certains individus avec des émetteurs qui nous permettent de les suivre en XY, et elle utilise des radars. Et là, elle voit un truc assez étonnant. Elle voit les oiseaux qui arrivent, puis elle voit la chauve-souris qui arrive, qui va droit dessus, qui à un moment en chope une, et puis après, il se passe un truc comme ça. L'animal monte, puis à un moment, on voit sur le radar, donc il monte très haut, il monte à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et à un moment, on voit l'animal qui fait ça. Et là, on ne comprend pas. Et elle a répété l'opération jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui se passe. La chauve-souris fait dans les 50 à 60 grammes, attrape un passereau en passage migratoire, quinzaine de grammes.
elle l'attrape, et une fois qu'elle l'attrape, il faut qu'elle puisse le manger. Sauf que là, elle est à 100 mètres d'altitude. Or, si elle commence à le manger, il faut qu'elle puisse l'attraper, parce qu'un oiseau de 15 grammes, c'est-à-dire un quart de son poids, il faut qu'elle puisse, un, le porter, et deux, qu'elle puisse le tenir suffisamment bien pour pouvoir le mâchouiller. Il ne tient pas complètement dans la gueule. Donc la solution qu'elle a trouvée, c'est de monter en altitude. Et une fois qu'elle est en altitude, vous avez vu l'aile, c'est aussi comme une main. Elle enferme l'oiseau dans ses ailes, et là, va-t-il que je mange l'oiseau en se laissant tomber en chute libre. Et une fois qu'elle sent qu'elle est suffisamment proche du sol, à quelques centaines de mètres, elle ne prend pas de risque, elle ouvre, elle lâche sa proie, elle en attaque une autre. Ouais. Je comprends qu'on les aime pas. Ouais. C'est triste. C'était quoi? Là, c'était la nuit ou Là, en fait, c'est des animaux qui sortent suffisamment tôt, notamment pour prédater les animaux qui sont crépusculaires et qui sont vraiment entre chien et loup. Et les noctules en particulier sont un petit peu spécialistes de ça. Par exemple, il y a une espèce, la noctule commune, qui aime bien manger les hannetons communs, dont l'activité de copulation est juste à la tombée de la nuit, pendant le quart d'heure de tombée de la nuit. Donc pendant un quart d'heure, elle en raffole, et la noctule commune en mange plein des hannetons. La grande noctule, du coup, elle a le même type de comportement, ça lui arrive de manger des hannetons, ça lui arrive de manger des gros papillons. Mais du coup, elle profite des derniers insectes aussi diurnes qui sont encore en vol, et avant de se poser, du coup, elles en mangent un peu. Elle, ça lui arrive de manger, ça lui arrive de manger des anisoptères, ces grosses libellules là qu'on voit dans nos campagnes. Elle aime bien en manger juste avant qu'elles aillent se coucher. Alors aujourd'hui, avec nos détecteurs et nos systèmes d'écolocation, on commence à aller très loin pour essayer de comprendre comment fonctionnent du coup les relations entre les chauves-souris et leur milieu naturel, et toujours par l'intermédiaire de détecteurs d'ultrasons, on s'appuie sur les cris d'écolocation pour tracer le chemin d'animaux. Donc là, chaque point bleu que vous voyez sur l'image correspond à un cri ultrasonore capté par les micros que vous avez sur la gauche. Donc vous voyez, c'est un tétraèdre, et on est capable ainsi de reconstituer en 3D le passage de l'animal. Alors maintenant, on met même ça en relation avec des technologies qui nous permettent de reconstituer en 3D la présence du feuillage et l'intégralité du système forestier. Et là, on arrive à aller sur la compréhension du comportement des animaux dans les relations qu'elles peuvent avoir avec la forêt. Voilà. Je pourrais vous donner quelques détails plus précis après sur comment on en est arrivé à utiliser ce qu'on appelle la trajectographie. En tout cas, ce qu'on a découvert notamment par ce système-là, c'est que du coup, les chauves-souris sont capables d'utiliser absolument tous les milieux de chasse, du plein ciel jusqu'au sol. Il y a une espèce en particulier qui va chercher les bousiers, pas sur les bousses de vache, mais juste à proximité, en se posant au sol, puis après en redécollant. Donc comme quoi, absolument tout est exploité. Alors il y a un petit élément, et puis j'en terminerai sur l'acoustique, il y a un petit élément qui est aussi assez rigolo, c'est que quand une chauve-souris émet des ultrasons, inévitablement, elle cherche des proies, mais certaines des proies se sont adaptées. Et les papillons de nuit ont développé des tympans. Alors ce n'est pas des vrais tympans, hein, c'est juste des petites membranes qui, au contact de l'ultrason, vibrent, indiquant à l'insecte qu'il est probablement en danger. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que quand il entend un cri de chauve-souris, vous vous souvenez tout à l'heure, là, quand ça commençait à s'accélérer, quand un papillon entend ça, il est mal. Donc il engage des techniques pour fuir la chauve-souris. Alors il y a une chauve-souris, la barbastelle, qui a trouvé une petite astuce. Je vais vous faire écouter ce qu'elle fait. Désolé, le son est pas hyper bon. Mais vous entendez, il y a un signal haut, puis elle alterne. Pour les ornithologues, elle fait un peu comme le pouillot véloce. Tip, 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 tip. En fait, elle est assez coquine. Elle fait croire à l'insecte qu'il y a deux chauves-souris qui passent. Il y en a une qui fait tip, 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 et l'autre tip, tip, tip. Comme il n'y a pas d'accélération, le papillon croit qu'il y a effectivement deux chauves-souris qui passent au loin, et il n'y a pas de réaction de fuite. Sauf qu'elle est là, puis
Elle fait tip, 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 tip. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Et wow, au moment où elle l'a bien détecté, où elle a bien repéré où il était, elle fond sur l'insecte. Et c'est radical, ça marche super bien. Donc c'est l'une des chauves-souris qui est hyper spécialiste de la chasse des papillons. La barbastelle d'Europe. Alors, là maintenant, c'est pas une catégorie fourre-tout, mais je vais vous parler de tout un tas de sujets un peu différents. Mais là, en termes de technologie, ça méritait d'y passer un petit peu de temps sur les ultrasons. La première chose, c'est que il y a la publication depuis une quinzaine d'années de grands bouquins qui cataloguent l'intégralité des mammifères du monde. Les Handbook of Mammals of the World. Et il y a 8 tomes. Le 8e tome sera sur les chauves-souris. Pourquoi je dis sera sur les chauves-souris? Parce que tous les autres ont été publiés et ils se sont rendus compte assez vite que chez les chauves-souris, c'était un bordel pas possible, qu'ils se sont dit, bon attendez, on vous laisse 10 ans, là, les phylogénistes, pour nous dresser la liste complète des chauves-souris en Europe. Et je vais vous citer l'exemple du fameux murin de Nattéraire, celui qui chasse en meute. Dans cette espèce-là, vous avez le murin de Nattéraire sensu stricto. Et puis quand on a fait de la génétique, alors c'est assez marrant parce que moi, donc sur le secteur, on va dire la moitié nord de la France, du murin de Nattéraire, c'est une espèce qu'on trouve beaucoup en forêt, j'en ai capturé plein. Puis la première capture que j'ai faite dans le sud de la France, je me retrouve avec un murin de Nattéraire. Alors c'est vrai, j'ai pas mis de photo là, mais c'est le premier animal que je vous avais montré, qui était sur la gauche quand il y avait aussi la photo du squelette. Et en fait, donc quand j'allais dans le sud, je voyais des murins de Nattéraire, et puis en regardant, ça pouvait pas être autre chose, mais alors ils avaient une gueule terrible. Et il y a plein de naturalistes qui faisaient le même constat et qui se sont dit, il faut qu'on fouille, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et donc ils ont commencé à faire des prélèvements absolument partout, et notamment des prélèvements dans le sud de la France et en Espagne, et ils ont découvert un nouveau taxon qu'ils ont appelé le Myotis spa. Le problème, c'est que pour valider une espèce, il faut, pourquoi pas la génétique, mais il faut aussi une description. Et bien, pendant 8 à 10 ans, on allait partout dans les campagnes pour faire tout un tas de mesures, de prélèvements, impossible de pouvoir différencier l'un de l'autre. Et ça nous pose un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant l'espèce a un nom, depuis peu de temps, hein, depuis seulement 2 ou 3, non 4, depuis 4 mois, c'était en avril, 5 mois même. Et en fait, on lui a donné le nom de Myotis crypticus, de cryptique, voilà, espèce cryptique qui ressemble aux autres. Bon, on est bien avancé. Alors il y en a un, ça sera facile parce qu'il est en Corse et semble-t-il les individus de Corse, c'est complètement autre chose. Alors, il y a un débat, il y a eu un petit référendum là-bas en Corse pour savoir comment on allait l'appeler. Alors, je vous laisse imaginer comment ils veulent l'appeler. Myotis corsicanus. Voilà, ce sera le mammifère de Corse, endémique de la Corse. Et puis en fait, il y en a un qui est très voisin, le murin d'Escalera, qui est uniquement dans les Pyrénées-Orientales. En fait, c'est un murin de Catalogne, et uniquement de Catalogne. Et lui, c'est pareil, pour l'identifier visuellement, c'est franchement pas évident. Et ben, pardon. Et ben l'ADN, regarde où il le met complètement éloigné du reste du groupe. Et là, là aussi, ça pose question, parce que du coup, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment on peut arriver à avoir aussi peu de différences morphologiques pour des bestioles qui, pourtant, génétiquement, n'ont rien à voir. On pourra revenir sur ce terrain-là tout à l'heure si vous voulez, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très compliqué, et on est en train encore de décrire des espèces, notamment en France. Voilà. Donc du coup, on a une nouvelle espèce de chauve-souris en France depuis le printemps, on en aura une autre quand on aura donné un nom à celle qui vient de Corse. Et on attend toujours le handbook. Comment ? On attend toujours le handbook. Et on attend toujours le handbook. Bah, ouais. Et je pense qu'à un moment, ils seront obligés de le sortir avant d'avoir la liste complète. Parce que là, vous imaginez, en Europe, c'est compliqué. Alors, sous les tropiques, imaginez le bassin de l'Amazone. En fait, le bassin de l'Amazone, presque une capture sur 3, il y a une bestiole. Oh, c'est quoi ce truc ? Enfin, c'est terrible. Enfin, c'est bien en même temps, hein. On ne va pas s'en plaindre. Mais alors, il y a quelques exemples aussi de coévolution. Alors là, on va rentrer un peu dans le portrait de famille. Les chauves-souris comptent 1200 espèces au monde sur les 4800 espèces qu'il y a de mammifères dans le monde. Donc, après les rongeurs, c'est vraiment le groupe le plus important. Et dans l'eau, il y a plein d'espèces. Alors là, toutes les espèces françaises de métropole sont insectivores, avec la particularité de la grande noctule qui peut de temps en temps manger quelques oiseaux.
Parmi les autres espèces, on a un petit peu tout. Par exemple, les baobabs. Alors, vous savez tous ce qu'est un baobab, vous en avez tous déjà vu. Eh bien, les baobabs existent parce que la pollinisation des baobabs se fait la nuit, une fois par an, une nuit, par une chauve-souris. Et sans cette chauve-souris, du coup, il n'y aurait pas de baobab. Dans les autres, une fois par an. Dans les autres particularités qu'il y a aussi, c'est que notamment sous les tropiques, beaucoup d'arbres forestiers ont développé des fruits dont la germination n'est déclenchée qu'après l'ingestion par une chauve-souris, qui, elle, se déplaçant, disperse les graines et participe du coup à la recolonisation forestière. Alors, juste un tout petit bémol par rapport à ça, c'est que vous voyez, j'ai fait exprès de vous mettre quelques fruits qu'elle ne dédaigne pas non plus et qu'on cultive. Alors, il y a des moments où, comme on ne leur a pas bien expliqué que ces fruits-là, il ne fallait pas qu'elles y touchent, du coup, elles vont en grignoter un petit peu de temps en temps. Donc, quand vous avez, quand même, dans certains endroits, un banc de roussettes qui déboule sur une bananeraie, le producteur, il pleure. Hein. Et il a des raisons de pleurer, pour le coup. Mais voilà, dans le portrait de famille, du coup, ça, c'est les espèces vraiment frugivores par excellence. Donc là, vous en avez deux qui ont une tronche quand même assez particulière. Voilà, c'est dans la catégorie à gros yeux et gros nez, on a celle-ci. Ensuite, on a aussi toute une catégorie d'espèces, elles sont environ 150 sur les 1200, les renards volants, avec parmi elles la plus grande chauve-souris au monde qui fait 1,70 m d'envergure. Je vous laisse imaginer le tableau, hein. Ça commence à être assez large. Quand ça vole, ça se voit. Et c'est elles, notamment, pour lesquelles on voit parfois des vidéos. Il y a une espèce de ces renards volants qui vit en Afrique et tous les individus de la population africaine se réunissent à un endroit sur quelques arbres. D'un seul coup, vous avez des millions de chauves-souris qui déboulent de partout en Afrique, qui peuvent venir de 1500 à 2000 km quasiment, et qui arrivent jusqu'à ce point de rencontre pour les accouplements. Et puis après, tout le monde repart là d'où elles sont venues. Donc là aussi, c'est assez impressionnant. Ça change tous les ans? Non, c'est toujours au même endroit. Elles connaissent bien le point de rendez-vous. C'est où? Je vais vous dire des bêtises. Je préfère... je sais pas. Enfin, je sais, mais je m'en souviens pas bien. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. Après, vous avez aussi toute une catégorie d'espèces qui sont des espèces pollinivores et qui, du coup, vont notamment polliniser, comme vous voyez ici, des fleurs qui sont relativement profondes. Et donc, l'animal a développé une très longue langue pour aller chercher le nectar au fond de la fleur. Et puis vous voyez, celui-ci, il est un petit peu tout jaune. Simplement, il a récupéré le pollen en passant. Et puis en allant vers d'autres plantes, il va les polliniser. Et donc, il y a tout un tas d'espèces, notamment dans le bassin amazonien, qui ne fleurissent que la nuit pour les chauves-souris. Et puis vous avez une espèce, parmi toutes les espèces du monde qu'on peut trouver. Donc c'est une autre chauve-souris qui marche. En complément de Callinolobus tuberculatus dont on parlait ce matin, c'est le vampire. C'est le vrai vampire. En fait, sur les 1200 espèces de chauves-souris, 3 sont vampires. Et sont présentes uniquement en Amérique du Sud. Donc voilà, il n'y a que quand on est là-bas qu'on peut avoir un contact avec ces espèces. Sur les 3 en question, la plus petite fait 3 grammes. C'est la plus petite chauve-souris au monde. Et elle ne suce que les liquides des insectes qu'elle arrive à choper, notamment les crocs, coléoptères ou les papillons. Donc elle se limite à ce type de proie. Il y en a d'autres qui s'attaquent, une chauve-souris qui, elle, ne s'attaque qu'aux petits passereaux ou aux petits rongeurs. Et puis vous avez celle-ci qui, elle, peut s'attaquer à des poulets ou qui peut s'attaquer à des herbivores, des chevaux, des vaches, des ânes. Et elle, par contre, peut poser un problème. Simplement parce que elle, donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait 2 petites incisions avec, dans sa salive, un anticoagulant qui empêche la coagulation. Donc, le sang coule, elle lappe le sang, et en lapant le sang, elle peut transmettre une maladie qu'elle a récupérée préalablement. Et parmi ces maladies, il y a notamment la rage.
Et donc, quand vous allez dans ces régions-là, ce qu'il faut, quand on vous montre comment installer une moustiquaire sur votre hamac, c'est être bien attentif à la manière de s'y prendre. Et surtout, si un jour vous êtes amené à aller dans ces zones-là, bien le faire. Voilà, faut pas lésiner là-dessus. C'est hyper rare, mais ça arrive notamment dans les populations un peu plus démunies, qui n'ont pas forcément de moustiquaire, d'être mordu par un desmodus. Et c'est arrivé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années qu'un Amérindien, du coup, se fasse mordre et meurt de la rage. Voilà. Mais c'est hyper rare. C'est anesthésiant, cette morsure? Parce qu'on doit la sentir quand même. Non, on ne la sent pas. Ah ouais. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Et c'est bien l'un des dangers de ce type de morsure, c'est qu'en fait, l'animal, à un moment, il peut être mordu une fois, puis deux fois, puis trois fois. Alors, il y a aussi dans le bétail, du coup, un affaiblissement de certaines populations, simplement parce que ils sont mordus chaque nuit, quoi. Et donc, là, vous avez un troupeau entier qui, à un moment, commence à dépérir uniquement parce que les animaux n'ont plus de sang. Ce qui pose problème. On pourra en revenir un tout petit peu, mais là, c'est purement aussi un problème d'aménagement du territoire. C'est une espèce qui est très forestière. Et puis, à force de ponctionner et de s'installer de plus en plus dans la forêt, notamment avec des élevages intraforestiers, et du coup, on met le bétail et les gens en contact du desmodus qui, normalement, devrait rester à l'intérieur de la forêt. Et pour en revenir aux espèces bien de chez nous, donc là, vous avez deux grandes espèces. À gauche, la noctule commune. Vous voyez qu'il y a de bonnes dents, hein, vous voyez les petites incisives qui sont là. Alors, quand ça vous chope le doigt, donc on utilise des gants particuliers, bien épais, parce que sinon, quand elle vous chope le doigt, ça fait un peu mal. Ça m'est arrivé une fois, vous savez, je la tenais avec un gant en cuir, très bien, je la démaille, puis à un moment, je veux changer de position, et du coup, je la change de main. Et là, je suis obligé d'enlever le gant en cuir, parce que j'avais plus suffisamment de préhension sur le fil. Et là, je commence à démailler un peu, puis je vois l'animal, je la tiens pas bien au niveau de la tête. Et là, je la vois qui tourne la tête, qui regarde mon doigt. Et je me fais, oh non. Et là, paf, elle mord. Et j'avais un stagiaire à côté de moi qui me fait, oh, elle t'a mordu. T'as mal? Non, non. Non, j'ai pas mal. Elle était jusqu'à l'os, quoi. Enfin, c'est hyper puissant. En 3-4 coups de mâchoire, ça vous mange un gros scarabée. Donc, faut imaginer un doigt. Alors, ça mange pas les os, pas encore, mais du coup, ça fait mal. Puis à côté, vous avez la sérotine commune, qui est une espèce qui est très présente aussi dans nos habitations, qui est aussi forestière, mais qui du coup, elle aussi, est assez costaud et quasiment de la même puissance que la noctule commune qui est à côté. Dans les autres espèces qu'on a chez nous, alors là, vous en avez deux assez sympas. À gauche, un oreillard. Vous l'aurez deviné aux oreilles. Alors lui, il émet, petite particularité, il émet aussi un peu par le nez. Donc il a un peu tendance, quand vous l'écoutez dans le détecteur, à parler du nez. Et ça s'entend vraiment bien. Il a des harmoniques particuliers. Et il émet à seulement 3-4 mètres devant lui parce qu'il n'a pas besoin d'émettre plus loin. Et il chasse vraiment dans la végétation. Et à côté de ça, vous avez une autre espèce qui est le murin de Daubenton, qui est une espèce qui, comme vous le voyez sur la photo en bas, chasse les insectes à la surface de l'eau. Donc il a des pattes très développées avec des doigts très développés qui ont carrément une forme de râteau qui lui permet de ratisser la surface pour choper les petits insectes, notamment les notonectes, etc. Parfois, il croit voir un insecte parce qu'il y a une petite onde à la surface de l'eau et il attrape des petits alevins. Et donc, il a un petit alevin, il le mange. Alors c'est le quatrième doigt, parce que comme les doigts tiennent l'aile. Alors là, en fait, c'est parce qu'il a des mains et des pattes. Donc vous voyez, en fait, sur la photo, là, on le voit bien, il a l'aile qui est bien développée là. Donc vous avez d'ailleurs le pouce qui se trouve là, le deuxième et le troisième doigt, donc l'index et le majeur, qui sont en bordure de l'aile, qui permettent à l'animal d'avoir une meilleure pénétration dans l'air. Là, ici, vous avez le quatrième doigt, notre annulaire. Et ici, vous avez le cinquième doigt, l'auriculaire. Voilà, c'est une révision anatomique là. Et puis en dessous, vous avez les pattes. Et elle, les pattes, c'est par l'intermédiaire des pattes qui se tient en hauteur. Et donc, lui, il les a particulièrement développées pour pouvoir pêcher. Dans les autres espèces qu'on a, alors, il y a les rhinolophes avec leurs feuilles nasales, donc ce qu'on a vu déjà précédemment. Alors ça, c'est une espèce à l'origine méditerranéenne. Faut que j'accélère.
Donc ça, c'est une espèce méditerranéenne qu'on a vue monter vers le nord de l'Europe parce que il profitait notamment des habitations. Donc du coup, il a largement profité de la situation. Et puis en bas, vous avez une espèce qu'on trouve essentiellement en falaise, le molosse de Cestonie, qui est un animal que j'ai jamais vu de près, parce qu'il vole à 2000, 3000, 4000 mètres de hauteur. Et du coup, c'est très très compliqué de le voir ou de l'attraper quand on l'étudie. Alors on l'entend bien, mais par contre, on ne le voit jamais. Voilà, et puis du coup, le rhinolophe a la particularité de s'enfermer dans ses ailes en hiver. Donc, vous avez notamment dans des grottes des chauves-souris qui sont complètement enfermées dans leur patagium. Et sinon, vous avez dans la majeure partie des cas des chauves-souris qui se cachent, comme vous le avez là, ou alors qui vivent en grosses colonies, notamment dans les habitations. Là, c'est une colonie de Grand Murin. Alors, je vais essayer d'aller assez vite pour... Elles sont toutes en colonie, excusez-moi, où elles peuvent Oui. être en solitaire. Alors, en hiver, j'en parle maintenant. Oui. Pour pas vous frustrer, j'aborde le sujet tout de suite comme ça. Donc en hiver, elles entrent en hibernation. Alors on a longtemps cru savoir comment fonctionnait l'hibernation. C'est-à-dire qu'en gros, elles se mettent en léthargie dans nos contrées. Alors sur le bassin de l'Amazone ou sous les tropiques, il n'y a pas le problème du manque de nourriture en hiver. Chez nous, elles l'ont. En hiver, il n'y a plus d'insectes en vol. Donc, elles sont obligées de se mettre en léthargie. Et ça a posé plein de questions. Comment ces animaux font pour entrer en léthargie, pour vivre très longtemps? Le record de longévité sur une chauve-souris, c'est le grand rhinolophe, 43 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Ça fait un seul jeune par an. Donc, du coup, on s'est posé plein de questions. Il y a des Bretons qui ont participé à une grosse étude internationale qui ont découvert le gène de la longévité. En fait, le gène qui permet d'empêcher la dégénérescence cellulaire. C'est pour ça que tout à l'heure, Yolène parlait d'immortalité chez les chauves-souris. En fait, on est vraiment dans ce sujet-là. Et ce gène-là, quand il est activé, on s'est rendu compte que c'était aussi un gène anti-cancer. Et les chauves-souris ne développent pas le cancer. Effectivement, il n'y a jamais de cancer chez les chauves-souris. Donc, il y a le monde médical qui va probablement s'intéresser un petit peu plus aux chauves-souris. Alors, on croyait tout connaître. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'il y a des Canadiens qui ont posé des petits thermomètres sur le dos des animaux en hiver pour voir comment ça évoluait. Et là, ils ont eu une petite surprise, c'est qu'ils se sont rendus compte que les mâles avaient des vrais réveils et que les femelles avaient des pseudo-réveils. C'est-à-dire que les mâles, ils s'échauffaient complètement en termes de température jusqu'à un niveau normal et les femelles, pas complètement. Et c'est là qu'ils ont mis des petites caméras qui se sont rendus compte que certains mâles se réveillaient et aller violer les femelles en hiver. C'est moche. Ensuite, au printemps, les animaux enclenchent le réveil. Donc, il faut imaginer un animal qui n'a qu'une respiration toutes les 30 minutes dans certains cas, pour certaines espèces, et qui, en quelques heures, passe en vol, commence à chercher des proies et en vol. Donc l'animal, avant, est à une température identique à celui de son environnement. Donc s'il fait 12 degrés, le corps de l'animal est à 12 degrés. Et en quelques heures, il passe à 38-39 degrés, 800 pulsations cardiaques à la minute, et allez hop, c'est reparti. Donc c'est des animaux qui sont quand même assez impressionnants, qui après du coup se rassemblent en colonies de femelles. En fonction de l'espèce, les mâles sont complètement solitaires ou font des colonies de mâles. Et dans certains cas, il y a des petits coquins qui essayent de s'insérer dans les colonies de femelles, simplement pour profiter de la chaleur produite par l'ensemble de la colonie de femelles. Parce que ça a un petit coût énergétique de réchauffer son gîte. Donc si on peut s'associer aux femelles, pourquoi pas? Alors ça ne marche pas toujours. Et parfois, il y a des petits malins. Alors, une fois, j'ai capturé en sortie de gîte de murins nattéraires. Et qu'est-ce qui sort en premier? Des mâles de pipistrelles communes. Et là, j'ai eu un doute terrible, parce que vous savez, quand vous alignez des nuits, à un moment, vous alignez de la fatigue aussi. Et je me suis dit, mais est-ce que je me suis trompé d'espèce hier soir? Enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et non, les murins nattéraires, les femelles, sont sorties 3/4 d'heure après. Donc parfois, on peut même avoir des espèces différentes ensemble. Puis elles mettent bas un jeune au mieux, dans le courant de l'été. Et là, j'aborde aussi un autre petit sujet assez incroyable en termes de sociabilité sur les chauves-souris. C'est qu'il peut vous arriver parfois de trouver une chauve-souris abandonnée sur un mur en juin. Et c'est déjà arrivé qu'on m'appelle pour ça. Et très souvent, en fait, c'est une femelle qui, parce qu'elle n'a pas suffisamment à s'alimenter,
elle n'a pas suffisamment de ressources, abandonne son jeune sur un mur. Ce qui est assez dingue, c'est que à chaque fois que j'ai été appelé, le bébé n'était pas spécialement en plein soleil, il était à côté de la porte d'entrée. Alors, ça arrive une fois, ça arrive deux fois. Quand c'est presque systématique, à un moment, vous posez des questions quand même. Pourquoi à côté de la porte d'entrée de la maison qui vit, où il y a des gens qui passent en permanence? Voilà, ça interpelle un petit peu. Il y a un deuxième cas aussi que je vais vous rapporter, c'est qu'il y a une espèce qui est très difficile à étudier, le murin de Bechstein. Le murin de Bechstein, c'est une espèce qui est très forestière, qui ne vit que dans les arbres. J'en parlerai un tout petit peu juste après. Et en fait, qui a la particularité du coup de composer des petites colonies. Des petites colonies qui sont composées uniquement de femelles issues de la même famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les individus sont, on va dire, organisés d'une telle manière qu'il y a 2 ou 3 meneuses dans la colonie. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les mauvaises années, quand il n'y a pas suffisamment de nourriture, on sait bien que tout le monde ne va pas pouvoir se reproduire, aller jusqu'au bout de la gestation, parce qu'il n'y aura pas suffisamment à bouffer. Et du coup, il y a au sein de la colonie un circuit de décision, probablement organisé par les meneuses de la colonie, qui dit « toi, 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 tu vas avorter ». Et les femelles, une fois que c'est décidé, partent de la colonie, évacuent la colonie, et reviennent en ayant avorté. Elles ont elles-mêmes déclenché l'avortement, abandonné le jeune, et une fois qu'elles ont avorté, elles n'iront chasser que sur les habitats de chasse les moins producteurs d'insectes, et de 2, elles resteront dans le gîte, parce qu'elles composent des nurseries aussi, elles resteront dans le gîte tant que les femelles allaitantes, les femelles reproductrices, n'auront pas suffisamment mangé. Donc quand elles reviennent, à ce moment-là, effectivement, du coup, elles peuvent aller chasser. Et donc, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à boucler leur cycle estival et à emmagasiner suffisamment de réserves pour réussir à passer l'hiver. C'est-à-dire qu'au moment où on les désigne, il y a une forte chance pour qu'elles sachent qu'elles vont mourir. Et comme elles peuvent vivre jusqu'à une vingtaine d'années, voilà, elles voient bien, celles qui, les années précédentes, ont vécu ça, ne sont pas revenues. Là aussi, ça ne laisse pas complètement indifférent à ce type de comportement. C'est un comportement social qui est quand même très particulier. Et comment ils avortent? On sait ça? Non. Non, on ne sait pas. En fait, c'est un chercheur allemand qui travaille particulièrement sur cette espèce et qui ne sait même pas où passent les animaux, puisque du coup on est en milieu complètement naturel et il faut réussir à les suivre. Et simplement, il a observé les animaux qui étaient gestants. En fait, il utilise des nichoirs, tous les animaux sont transpondés, il passe par une barrière qui lui fait dire « Ah tiens, c'est Dudule qui est en train de sortir, qui est partie. Quand elle est partie, elle faisait tel poids, là elle revient, elle a perdu 30%. Avant, elle était gestante, là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et où est son jeune? Non, elle n'a pas de jeune. Elle a... Ouais, il se passe probablement quelque chose, en tout cas, c'est elle qui le déclenche. Et puis arrive l'automne, entre septembre et novembre, avec à la fois la préparation de l'hibernation et à la fois les accouplements. La manière dont se passent les accouplements, je vous le fais court, mais elles ont inventé les maisons closes bien avant nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques endroits où tous les individus d'une même espèce, jusqu'à plusieurs dizaines, voire 100 à 200 km, viennent. Et on peut compter jusqu'à 1500 à 2000 individus d'une même espèce et qui viennent à cet endroit-là. Et la manière dont ça se passe, c'est les mâles arrivent dans les 3 premières heures de la nuit, se posent, se répartissent par exemple sur une cavité, et puis les femelles viennent et choisissent le plus beau chanteur. Et là, toi non, ah non, toi j'aime pas ta voix, toi, ah ouais, hop, elle y va. Puis elles font leur affaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les femelles ne conservent que le sperme du précédent mâle qu'elles ont rencontré. Ce qui veut dire qu'elle repart, ah, lui il est bien, il est mieux. Allez hop, elle y va, elle éjecte le sperme de l'autre, et puis du coup, elle garde, voilà. C'est la belle vie. Je savais que ça allait plaire à une partie du public. Et du coup, c'est pour ça que, maintenant autour des messieurs, c'est pour ça que certains mâles en hiver, parce que l'éjection du sperme est automatique, c'est pour ça que certains mâles en hiver vont violer des femelles. C'est probablement ceux qui ont eu du mal à s'accoupler pendant l'automne et qui se disent hey, « moi je vais pas me faire avoir, je vais quand même transmettre des gènes ». C'est... Ah. Chacun le juge à sa sauce.
Alors la manière de les étudier, je ne sais pas où on en est en termes de temps. Faut que je fasse. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 15h20. 15h20. Je vais essayer de faire en 5 bonnes minutes. Première méthode qu'on utilise, alors vous avez vu, il y a bien sûr la détection ultrasonore, je ne reviens pas dessus. L'avantage de la détection ultrasonore, c'est que vous êtes avec votre détecteur, les chauves-souris passent, vous ne les gênez pas du tout, vous avez juste votre petite lampe frontale, voire vous l'éteignez, puis vous êtes dans le noir complet. Alors il faut avoir un peu de motivation, parce que aller au milieu de la forêt, la nuit, alors on dit, ah c'est génial, tu passes ton temps en forêt. Ouais, la nuit, vous voyez rien, l'humidité tombe, alors là vous voyez, il fait beau, vous entrez après en forêt la nuit, il y a beaucoup d'humidité, donc le froid vous gagne par en dessous. En plus de ça, vous avez le froid tout court, vous ne voyez pas l'animal que vous étudiez, vous êtes dans le noir complet. Parfois, il y a des ronces à traverser entre le premier et le deuxième passage. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et là, vous arrivez devant votre truc, vous dites, mais par où je vais passer? Sauf qu'il est 3 heures du matin, donc il va falloir que vous passiez quand même de toute façon. Ça m'est arrivé de le faire et de me retrouver entre 2 cerfs qui brament. Et il y a des moments de solitude la nuit en forêt, quand vous étudiez les chauves-souris. Vous ne savez pas ce que vous foutez là, quoi. Donc une des méthodes aussi qu'on utilise, c'est la capture au filet. Alors, ce qui est un peu plus sympa, c'est que du coup, on a les animaux en main à un moment donné. Je le précise, c'est des animaux qui sont tous protégés, donc il faut une autorisation spéciale avec une formation spéciale pour avoir la possibilité de les capturer. Une autre méthode, c'est la télémétrie. Je n'entre pas trop dans le détail, mais simplement, on capture un animal, on lui met sur le dos, ce que vous avez en bas à droite, un petit émetteur VHF. Donc les émetteurs qu'on utilise généralement font dans les 0,25 grammes. C'est petit, ça ne dure pas hyper longtemps, mais ça nous permet de trouver les gîtes, ça nous permet d'avoir des découvertes assez sympas. D'après, là vous avez pour chaque couleur un individu, la localisation de plusieurs individus, voilà, donc d'avoir leur terrain de chasse. Dans les suivis qu'on peut être amené à faire, il y a aussi les suivis en gîte. Alors certains utilisent des nichoirs, d'autres simplement observent les animaux qui sortent des habitations ou des grottes, là c'est ce que vous avez ici. Et puis, notamment, vous avez certaines espèces forestières qui sont très difficiles à étudier. C'est le cas du murin de Bechstein, donc l'espèce que vous avez là, qui fait 10 grammes. Hein, c'est pas une grosse chauve-souris. Et pour y aller, il n'y a pas le choix, il faut grimper aux arbres. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai peur du vide. Et donc, quand j'ai commencé la première fois, j'ai fait grimper un grimpeur qui n'y connaissait rien aux chauves-souris. Il est monté et je lui dis, tu regardes s'il y a des petites crottes et des petits bâtonnets qui ressemblent à des crottes de rongeurs. Il regarde. Puis il redescend, il me fait un grand sourire. Et je lui dis, alors il y en a? Il me dit, tu veux savoir? Ouais, monte. Sympa. Et je suis monté, j'ai regardé, il n'y avait rien. Bon, après, j'y ai pris un peu goût, mais à chaque fois... Et une fois, d'ailleurs, en forêt de Troncé, je crois que c'est la diapo suivante, voilà, en forêt de Troncé, vous voyez les arbres, quand vous grimpez, vous avez cette impression-là, vue du sol. Alors quand vous avez peur du vide... C'est quelque chose. Et une fois, j'ai voulu faire de l'acoustique là-bas avec notamment Michel Barato, l'inventeur de la méthode d'identification acoustique. Et les Auvergnats, ils aiment bien nourrir les gens quand ils les accueillent. Et là, je suis tombé chez quelqu'un, 1m90, 120 kg. J'ai pas osé lui dire non quand il m'a dit « Mange, tu vas grimper ». Et là, donc, je mange. Première assiette. Alors, il faut imaginer des pommes de terre, du lard, de la crème fraîche et du fromage. Une grosse assiette. Je mange tout, puis il me fait « Remange, tu vas grimper ». Il me remet une autre assiette. Et ce que je n'avais pas percuté, c'est qu'effectivement, j'allais faire un effort, mais que du coup, j'allais devoir porter ce poids. Et j'avais 30 mètres à faire, et au bout de 5 mètres, je suais le fromage. C'était super désagréable. Arrivé en haut, pas de certitude d'entendre une chauve-souris, je m'installe, et là, sur quoi je tombe? Une grande sauterelle verte qui arrive, qui s'installe à 5 mètres de moi, et qui fait... toute la nuit. J'ai pas entendu une chauve-souris. Alors la première chose que j'ai voulu faire, c'est du coup de me dire, parce qu'elle était tellement puissante que je pouvais pas. Alors, je prends une petite branche à côté de moi, j'arrache un petit morceau de bois, je lui lance. Elle s'arrête 10 secondes, elle reprend. J'ai essayé une nouvelle fois. Et puis à un moment, soit j'arrachais toutes les branches de l'arbre, soit... puis après, de nuit, aller la retrouver, c'était pas forcément évident. Au bout d'1 heure et demie, j'ai appelé Michel Barato, je lui ai dit, bon, ton affaire... Elle me gave, je redescends. Il me fait, vraiment, hein, t'es pas curieux de nature. Ah ouais, Alors, en plus, j'étais sur des petites branches comme ça, donc c'était pas pratique. Et puis donc, une fois qu'on est là-haut, parfois, on cherche un peu les animaux.
Donc notamment on en équipe avec nos fameux émetteurs, puis après on les suit avec nos antennes, même du haut des arbres. Et donc les chauves-souris vont souvent dans des cavités, des loges de pique. Alors je vous ai mis les oiseaux à côté pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Et donc vous avez des trous kilfores qui sont là. Alors ça fait un conduit qui fait 11 cm de longueur sur 4,5 de large et qui donne après sur une loge d'à peu près une trentaine de centimètres de hauteur. Et là-dedans, vous pouvez mettre entre 50 et 80 chauves-souris qui vivent en colonie. Et nous, après, dans le cadre de certains programmes, on utilise des systèmes de capture qui nous permettent de récupérer les animaux. Là, vous voyez, avec des petits fils. Ils se cognent dans les petits fils, ils tombent dans le petit sachet. Ensuite, donc là, l'opérateur que vous voyez là, il a l'habitude de ce type d'opération. On y était encore début août. Et ça dure pendant 2 semaines. On fait ça tous les soirs. Et le mec, il est là-haut dans son hamac pendant 4 heures sans bouger dans le noir. Et ce qu'il faut pour le gars qui est en haut sol, c'est tout faire pour éviter qu'il s'endorme. Parce que comme en fait, ils ont appris à bien s'installer, les gars, là. Et donc, ben, on les récupère en bas. Là, je passe vite parce que sinon, après, je vais trop exploser le temps. Et puis, on leur fait prendre une petite tyrolienne qui nous permet de les redescendre et après de les mesurer, de faire tout un tas de manips dessus. Et ce qui est sympa, alors du coup, je vais passer vite, c'est que parfois, bah, du coup, vous tombez à un moment sur la colonie. Et la colonie, et ben du coup, ça donne ça. Vous avez les animaux qui arrivent, qui repartent. Et ça, au petit matin, quand vous avez ça, alors que vous travaillez donc sur les bestioles sans jamais les voir, bah, du coup, la nuit, parce que c'est toujours invisible, au petit matin, quand vous voyez ça, c'est assez magique. Et en fait, les animaux arrivent en paquet, et puis ils rentrent dans le gîte, ils échangent, ils ressortent, ils émettent des cris sociaux audibles qui nous permettent complètement de les entendre et puis bah, du coup qui indiquent qu'elles sont en train de communiquer. Voilà, donc ça c'est assez magique. Et donc à l'intérieur, ben, on utilise des endoscopes qu'on a recyclés pour ça. Alors j'aurais 1 ou 2 anecdotes à vous raconter si vous voulez là-dessus, mais donc au début il a fallu inventer le matériel de prospection. Maintenant on utilise des endoscopes qui sont utilisés pour les moteurs de voiture. Et donc, ça nous permet de regarder à l'intérieur. Et pourquoi pas de faire des petits films. Alors, je vous passe au moins les petits films, quand même, parce que c'est assez sympa. Donc là, c'est un petit film d'une colonie de murins de Bechstein dans son trou. Alors, il faut imaginer, donc, j'ai rentré mon endoscope dans le petit trou qui faisait 4,5 cm de large. Et puis, bah, du coup, vous chopez comme ça quelques petits comportements d'animaux. Alors, c'est fait avec du matériel un peu moins sophistiqué que celui de Sabine pour ceux qui ont assisté à la conférence de ce matin. Et donc, inévitablement, les images sont un peu moins belles. Bon, tout ça, ça se passe à 30 mètres de hauteur. Donc, on fait ce qu'on peut. Là, je vous passe une autre vidéo. Là, c'était sur une autre espèce, de l'oreillard roux. Donc, celle à grandes oreilles. Puis, vous allez voir, à un moment, il y en a une qui est curieuse, qui voit le truc rentrer dedans, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et là, elle va arriver. Voilà, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais dégage! Mais t'as rien à faire là. Mais c'est chez nous. Non, non, il n'y a pas de place, monsieur. Voilà, elle vient voir. Bon, ça fait 8 grammes, hein. C'est pas bien gros. Ouais. Donc là, du coup, on arrive à attraper quelques petits comportements, c'est assez sympa. Et puis la manière dont ça se passe, et c'est pour ça que c'est compliqué de les étudier en forêt, c'est qu'en fait, un jour donné, là, j'ai simulé des lettres correspondent à quelques individus, et puis vous venez un jour, vous en trouvez quelques-unes dans les arbres. Vous revenez le lendemain, elles ont toutes déménagé, elles ont changé d'arbre, elles ont recomposé les groupes. Et en fait, c'est un système qu'on appelle la fission-fusion. C'est un truc qui est assez compliqué, qui a aussi été démontré chez les singes, je crois, et qui en fait permet d'améliorer le lien social entre les individus qui ne peuvent pas tous tenir ensemble dans la cavité en même temps. Donc du coup, elles en utilisent plusieurs, puis elles échangent assez régulièrement. Et comme ça, elles peuvent en utiliser 300 différentes. Une colonie, hein, 300 différentes dans la même année. Donc c'est assez compliqué. Donc là, on a un petit programme. En seulement quelques semaines, bah, vous voyez en fait tous les points que vous voyez, ou les triangles ou quoi que ce soit, c'est des arbres en 4 fois une semaine, en 4 ans, qui hébergent des chauves-souris qui ont été suivies avec des petits émetteurs. Donc en fait, ça change d'arbres tous les jours. Et là, sur cette zone-là, on en est à une bonne centaine d'arbres en seulement 4 semaines. Donc c'est assez considérable. Et puis voilà, bon, quelques petites photos pour présenter le lien social très fort entre les individus, ici entre
une femelle de grand rhinolophe et son jeune. Alors le jeune, au tout début, il n'a pas de poils, donc il est toujours contre sa mère ou dans la nurserie, il faut qu'il y ait des adultes avec. Et puis, il a la particularité, c'est de se mettre à l'endroit dans les premiers jours de sa vie, parce qu'il n'a pas encore la puissance de cœur pour renvoyer le sang jusqu'au pied. Et vraiment, pour finir, deux choses. La première chose, c'est que sur les espèces communes, on constate quand même depuis 10 ans une baisse des populations. Jusqu'à moins 35%, voire moins 50% pour certaines espèces. En particulier la pipistrelle commune. La pipistrelle commune, c'est une espèce qu'on a derrière les volets. On n'y prête pas attention, on s'en fout. C'est derrière les volets, c'est sous les toits, c'est dans les arbres. En fait, c'est une espèce très ubiquiste et qui se contente de ce qu'on lui propose, de ce qu'on lui présente. Moi, j'en ai une colonie derrière un volet chez moi. Mais sauf qu'on n'y prête tellement pas attention qu'on a mis nos moyens d'action sur d'autres espèces et du coup, on est en train de se rendre compte qu'il va falloir qu'on s'inquiète de leur avenir à celles-ci. Et pourquoi? Notamment parce qu'on rénove les habitations. Donc là, c'est une photo qui illustre, vous voyez, il y a des vieux bâtiments qui méritent d'avoir une petite réhabilitation, notamment pour éviter les fuites d'énergie. Donc on a une loi aujourd'hui, puis on a des modalités qui permettent d'avoir je cherche le terme, en tout cas de payer moins d'impôts parce que des subventions pour réhabiliter les maisons, 500 000 logements par an, et du coup autant de colonies de chauves-souris qui sautent, parce qu'il n'y a pas de formation des gens qui font ces travaux-là pour maintenir les colonies en place. Et du coup, il y a un plan national d'action. Pour ceux qui sont intéressés, dans vos régions, vous avez des associations qui travaillent sur les chauves-souris, autour d'un plan national d'action, pour le coup, avec tout un tas d'actions, de bénévoles et de plein de gens pour favoriser les populations de chauves-souris, et avec un signal fort, notamment le grand rhinolophe, qui est une espèce très présente en Bretagne, qui était un peu le porte-étendard de « les chauves-souris vont pas bien ». Et puis, il y a eu plein d'efforts de fait pendant 20 ans, et depuis 10 ans, on constate un retour du grand rhinolophe, plus 20% de population en 10 ans, à l'échelle nationale. Ce qui montre que quand on fait des efforts, finalement, pour la conservation de ces animaux, finalement, ça marche. Voilà. Donc, du coup, c'est pour finir aussi sur une petite note positive. Et puis, je vous remercie de votre attention.